Nous allons voir l'effondrement intérieur versus l'image extérieure. Donc, on pourrait dire que c'est le chapitre 2 de l'épisode qu'on vient de tourner avant. On a parlé avant de la déconnexion. Je vous invite à, si vous voulez aller voir, quand on est déconnecté avec ce que l'on vit. Et donc, quand on est, si on peut faire une suite, tu vis un problème personnel, que ce soit n'importe quel type, conflit familial, séparation, problématique avec tes enfants, problème de santé. Du coup, tu vas tout doucement glisser à pas essayer de ressentir ou de refuser ou de traverser le problème, tu vois, parce qu'on est des êtres qui voulons le plus souvent être performants. On a appris à avoir une bonne image de nous, à être conditionné. Et donc, tu as ce que tu montres et tu as ce qui est. Tu sais, j'ai envie de dire souriant, performant à l'extérieur, puis à l'intérieur, ça s'écroule, tu vois. Et c'est ça que j'avais envie vraiment de parler. Du coup, il y a déjà une déconnexion avec ce que tu vis. Et là, il y a un gap qui se creuse entre ce que tu montres et ce que tu, finalement, traverses. C'est le masque social, le masque professionnel. Oui, c'est ça, le masque social, qui va être dans tous les domaines, là, pour le coup, tu vois. Ça peut être et au travail et à la maison. Et finalement, tu finis par toi-même te persuader que tu es cette personne-là et pas, au fond, celui qui souffre, celui qui est triste, celui qui est en colère, celui qui est à bout de souffle, voilà. Qu'est-ce qui se passe intérieurement quand la vie perso s'écroule, mais que rien ne doit se voir? Ben, tu tiens, du coup, tu t'imagines l'énergie qu'il te faut, là, tu vois. Imagine, t'es effondré. On va prendre un exemple. Là, j'accompagne plusieurs personnes qui vivent séparation. C'est vraiment quand même quelque chose de récurrent, hein, séparation amoureuse. Parce que ça implique plein de choses, tu vois. Et du coup, elles continuent d'avoir leur relation sociale avec les amis, donc dans leur travail. Donc elles gèrent ça parce que c'est des gens, ils sont performants, ils ont une activité, ils doivent continuer de travailler. Là, ils ne vont pas dire entreprise, tu sais, je sais pas, en pause parce que divorce. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Ou congé pro parce que c'est congé cœur brisé. Ou congé cœur brisé, voilà, c'est ça. Non, mais je vais faire là, je vais faire j'ai une coach que je suis qui, elle dit Saltisa, tu vois. Je vois militantisme pour des congés pour les femmes quand elles sont en période menstruelle. Moi, ça me fout, c'est quelque chose qui me rend dingue parce que je trouve que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est trop intime, mais alors pourquoi pas un congé cœur brisé, tu vois ce que je veux dire? Imagine, je veux militer pour que les personnes qui sont salariées, elles puissent faire une pause. Puis après, les patrons, ils vont me dire, et nous, alors, on a le droit aussi d'avoir le cœur brisé, et pourtant, on est obligé de continuer. Donc, tu vis tellement d'émotions, il y a tellement de choses à gérer dans des cas comme ça, et tu as la face, tu vois, comme deux profils dos à dos qui va continuer d'agir, même si c'est lourd, même si c'est difficile. Et donc, ça te fait encore plus d'écart avec ce que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi. Tu vois, cette façon d'être, ce masque, comme tu disais, tu joues une pièce de théâtre. Et pourquoi certaines personnes refusent catégoriquement de montrer que ça ne va pas? Parce que depuis tout petit, tu es dans la performance. Depuis tout petit, on t'a jugé. Alors d'abord avec les personnes de ma génération, c'était des notes. Puis après, on s'est dit, mince, les notes, ça dévalorise. Alors on t'a mis des lettres, mais finalement, ça revient quand même à la même chose, tu vois. Donc on nous a appris
a dit bonjour, à être poli aussi, tu vois. Donc il y a ce côté souriant, agréable, communicatif. On est des êtres d'échange, hein, on est des êtres tribuns. On doit toujours dire que ça va. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui disent ça va, puis ça va pas? Puis en fait, tu réponds ça va. Et il y a aussi le fait que, imagine quelqu'un qui te dit, écoute, aujourd'hui, ça va pas du tout, je vais pas très bien. Ça gêne les gens. Oui. C'est pas la réponse attendue quand on te demande comment allez-vous. Ouais. Tu as envie que l'autre te dise, enfin, tu te dis même pas ça. Oui, ça va, merci, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme normal. Mais imagine la personne, elle dit non, moi aujourd'hui ça va pas du tout, j'ai le cœur brisé, mon mari m'a quitté, il est parti avec la caisse ou je sais pas quoi. Et alors là, du coup, panique à bord, où je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Et je me rends compte que les gens, ils osent pas dire parce qu'ils savent aussi qu'en face, peut-être la personne qui va être en face d'eux, il ne saura pas comment gérer l'affaire, quoi. Réagir, gérer l'affaire et puis... quoi dire? Ouais. Et puis aussi, les gens, ça leur fait très rapidement miroir. Oui. C'est-à-dire qu'ils comptent sur leur rapport et leurs relations sociales et professionnelles pour eux-mêmes se motiver de leurs propres problématiques. Oui. Souvent, si tu évoques tes problèmes, il y a un effet miroir et que la personne peut-être fuit. En plus, elle aussi, elle fuit et elle compte sur toi pour fuir ensemble. Fuyons. C'est ça. Il y a ça et puis il y a aussi le fait, c'est pas convenu. Oui. En fait, tu dois pas venir avec tes problèmes au travail. Tu vois, tu dois pas en parler. C'est personnel. Oui, il reste à l'entrée du lieu de travail et du moment de travail. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas là pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est là pour travailler, on est là pour être performant, pour avoir une activité. C'est sérieux, tu vois. On ne peut pas se permettre de parler du perso. Alors que par contre, tu vas pouvoir passer des heures à raconter d'autres choses plus futiles, tu vois. Mais les vrais problèmes, on n'en parle pas. C'est pas bien de parler de ces problèmes au travail. Et puis aussi, on fuit les gens qui ne sont pas positifs. Oui. Oh là là, il va me parler de ses problèmes. Il y a des gens qu'on connaît tous, on a dans nos relations, des gens qui ont le versant négatif et pessimiste souvent enclenché, et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des gens, tu te dis, oh là là, s'ils commencent de me raconter toutes ces problématiques, donc on les fuit énergétiquement, tu n'as pas envie, quoi. C'est énergivore et des fois on a juste l'énergie qu'il faut pour passer sa propre journée. On n'a pas de rab, on n'a pas de plus. Voilà, c'est pas méchant, je pense, c'est que j'ai juste de quoi terminer la journée. Si quelque chose d'autre d'énergivore m'absorbe dans la journée, je suis fichu, je termine pas la journée, quoi. Tu vois, tu sais, c'est un petit peu comme je vois un peu le Mario Kart, tu vois, dans notre vie. Tu sais, les jeux de Mario, là, les scénarios, t'as plus de points pour faire ta journée. Et du coup, oh là là, s'il me répond qu'il va pas bien, et qu'en plus il me parle que c'est parce que sa compagne ou son mari, ou je sais pas, qu'il y a un problème avec ses enfants, ou que, oh là là, mais du coup, non. Donc, t'espères tellement que l'autre va répondre ça va, que toi-même, tu fais la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et ça devient tellement une routine, une habitude qu'on n'ose pas nommer. Et donc, si tu n'oses pas nommer, parce que tu crains le regard des autres, c'est aussi que tu crains ton propre regard sur ta situation. Qu'est-ce que ça crée de vivre un décalage constant entre ce qu'on vit et ce qu'on montre? C'est fatigant. C'est fatigant. Tu es épuisé, tu vois. Tu es épuisé de jouer un jeu. Parce que là, du coup, tu n'es pas un acteur de cinéma qui joue un rôle, tu vois. Donc, tu es épuisé et c'est comme ça que les gens vont dire « je suis fatiguée » et qui vont s'enfoncer dans la fatigue. C'est aussi pour ça que pour moi, la fatigue, c'est les premiers symptômes, tu vois. Fatigue et ensuite douleur. Douleur corporelle. Maux.
tous les maux, on va dire, physiques. Et bien sûr, je répète encore une fois, si vous êtes fatigué, que vous avez des douleurs récurrentes, consultez un médecin pour voir, mais souvent il n'y a rien. Et en fait, c'est le psychologique qui vient prendre le dessus sur la santé, en fait. C'est vrai que j'ai souvent entendu des personnes de mon entourage penser qu'ils ont des symptômes, Oui. comme un problème à la tête, même voire croire j'ai une tumeur, j'ai quelque chose de grave, au même moment où ça ne va pas dans leur milieu professionnel, où ils doivent changer même de responsabilité professionnelle ou d'entreprise, et faire tous les tests du monde et n'avoir rien trouvé. Et oui, ouais. Et donc c'est la même chose si tu vis quelque chose de personnel, tu vois, et que du coup tu veux tenir en entreprise, et du coup tu vas être fatigué, Est-ce que tenir son rôle peut devenir une pression supplémentaire? Oui, c'est ça, ça devient une pression supplémentaire. Et en plus, les conseils habituels, prends du temps pour toi, repose-toi, fais des choses qui te plaisent. C'est un peu comme ça rentre par une oreille, ça ressort. C'est comme l'élève qui n'arrive pas par exemple, à apprendre une leçon qu'on lui dit, où on lui dit, il faut que tu travailles plus. Tu vois, je veux dire, c'est le conseil inutile. Ça ne va pas faire plus, quoi. Qu'est-ce que ça coûte de faire semblant que tout va bien? Ben, ça peut te mener au burn-out, en fait. Tu vois, ça peut te mener à l'épuisement total. Ça peut t'amener à te négliger aussi pendant des années durant. Moi, je connais des gens, ils continuent de tenir, ils continuent de faire leur activité et finalement, ils n'ont pas été regardés des problématiques très anciennes. Et ben, ça peut te coûter à un moment donné un problème plus grave ou une situation où ils ne vont pas comprendre, tu vois, où la personne ne va pas comprendre ce qui se passe parce que ça a été trop loin de cette déconnexion. Ou une erreur, voilà ce que je disais. J'ai eu le cas, là, je pense souvent à cette personne, elle faisait des erreurs au travail alors que jusque-là, elle était très performante. Mais des erreurs assez conséquentes. Et à un moment, elle s'est dit, j'ai perdu ma concentration. Tu vois. Donc on est allé regarder par rapport à la concentration. Et en fait, quand j'ai tiré le fil, dénoué l'histoire, ça n'avait rien à voir avec la concentration. C'est qu'elle avait vécu un problème personnel et du coup, ça s'était reporté dans le pro, comme si son esprit était tout le temps encombré par cette problématique-là. Et les pensées à propos de ça et l'avenir qu'elle voyait tout noir. C'est fou parce que ça n'avait rien à voir avec un problème de concentration. Donc tu vois, elle a pris du magnésium, c'est logique hein, en fait, hein, quand tu fais des erreurs, tu dis bah, c'est que je ne suis pas concentrée, c'est que j'ai un problème d'attention, je ne suis pas assez reposée, et puis ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Comment peut-on soigner ce décalage? Comment faire du coup? Ben oui, les gens quand ils arrivent, ils vont me parler d'un problème souvent. C'est ce que je te dis là, tu vois vraiment. C'est aller voir quelqu'un en fait, hein, c'est aller consulter. Alors bien sûr, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est ce que je vois en fait. Tu peux même juste faire un fast coaching pour essayer d'y voir plus clair. Si je reprends l'exemple de cette personne que je te disais qu'elle a pensé avoir un problème de concentration, si je déroule le fil, je vais le faire sans bien sûr la nommer. Donc elle fait des erreurs au travail, elle pense qu'elle a un problème de concentration, on fait première séance, elle m'explique, donc tu demandes aux gens de dire
quelle est leur situation, est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'ils ont vécu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait vécu une séparation qui avait fait écho avec son divorce et qu'elle pensait qu'elle allait finir sa vie toute seule. Et ça l'angoissait terriblement. Ses enfants grandissaient. Elle était donc en partage, tu vois, temps partagé avec son ex-mari. Et ses enfants grandissaient, ils allaient faire leurs études, ils allaient partir. Et elle s'est dit, je vais me retrouver à la retraite, toute seule, et je vais finir ma vie toute seule. Et ça l'angoissait énormément. Donc tu t'imagines comment tu arrives d'un problème, finalement tu constates que tu fais des erreurs, et tu en arrives à, en fait, j'ai peur de finir ma vie seule. Donc c'est fou comme on a des ressorts. Tu vois, c'est comme si le cerveau nous amène à mettre des petites touches pour compenser. Tu vois, comme quand tu as mal à une jambe, tu vas compenser avec l'autre, puis tu te finis avec un problème au cervical, alors qu'en fait c'était un problème de pied, par exemple. C'est à peu près la même métaphore. Donc il faut qu'il y ait un miroir en face de toi, un professionnel de l'accompagnement qui va dérouler le fil parce que toi tu crois que c'est peut-être ce problème-là et que ça ne l'est pas. Merci beaucoup Isabelle. Je t'en prie.